On dit que la famille est toujours là pour vous, mais parfois, votre propre sang devient votre pire ennemi. Je suis Eleanor Mitchell, née en 1956 à Cedar Falls. En 2024, à 68 ans, mon propre fils m'a traîné en justice, affirmant que je souffrais de démence et que je ne pouvais pas gérer mes affaires. Je me suis senti trahi et le cœur brisé. Mais un événement s'est produit qui a tout changé. Aujourd'hui, à 68 ans, assise dans ma cuisine d'Elm Street, je partage enfin ceci, car d'autres familles ont besoin de savoir comment la cupidité peut empoisonner les liens les plus forts. Si vous m'écoutez, indiquez votre localisation ci-dessous, aimez et abonnez-vous. Tout a commencé un mardi matin, lorsque le shérif a frappé à ma porte. Les papiers juridiques étaient lourds dans mes mains tremblantes lorsque j'ai lu que mon fils Marcus demandait au tribunal de me déclarer mentalement incapable. Après 35 ans d'enseignement de l'anglais au lycée, après avoir élevé 3 enfants en tant que mère célibataire, après avoir construit une vie digne et respectueuse, ma propre chair et mon propre sang ont voulu me dépouiller de mon indépendance. La pétition affirmait que je présentais des signes de démence sévère, que je prenais des décisions financières irrationnelles et que je représentais un danger pour moi-même. Rien de tout cela n'était vrai. J'ai immédiatement su que ce n'était pas l'idée de Marcus. Sa femme, Victoria, lorgnait ma maison depuis des mois, me disant combien d'argent elle pourrait rapporter si elle était vendue. « Eleanor, cette vieille maison est trop chère pour toi, » disait-elle avec un sourire faussement doux. « Tu pourrais prendre un joli petit appartement et avoir de l'argent de côté, mais j'ai vu clair dans son jeu. Victoria voulait ma maison pour financer son nouveau salon de beauté, Merci Magic, et elle avait convaincu mon fils, un peu faible, de l'aider à l'obtenir. Mon amie Dorothy est venue me voir dès que je l'ai appelée, les larmes aux yeux. « Ellie, on ne se laissera pas faire sans se battre, » a-t-elle déclaré, ses boucles grises ondulant en arpentant mon salon. « Je connais l'avocat idéal pour ça. » C'est ainsi que j'ai rencontré Hammond Pierce, un avocat à l'œil vif d'une 50aine d'années, spécialisé en droit des personnes âgées. Lorsque je lui ai fait part de mes soupçons sur Victoria, son expression est devenue sérieuse. « Madame Mitchell, si votre instinct est bon, nous avons besoin de plus qu'une simple défense juridique. Nous avons besoin de preuves. » Hammond m'a recommandé un détective privé du nom de Theodore Ray, un ancien inspecteur de police au regard bienveillant et à l'attitude pragmatique. « Parlez-moi de votre belle-fille, » m'a demandé Theodore lors de notre première rencontre. J'ai expliqué comment Victoria était apparue dans la vie de Marcus 3 ans auparavant, prétendant être originaire de l'Oklahoma. Elle était belle, charmante et semblait conquérir mon fils solitaire après son divorce, mais ses histoires semblaient toujours étranges. Les détails ne correspondaient jamais vraiment, et elle devenait évasive dès qu'on l'interrogeait sur son passé. L'enquête de Theodore a immédiatement commencé. En une semaine, il a découvert que le vrai nom de Victoria était Victoria Wilson, et non Victoria Martinez, comme elle l'avait dit à Marcus. Plus choquant encore, elle a fui Tulsa, en Oklahoma, dans des circonstances suspectes. Son ancien salon de beauté, Crown of Beauty, avait fermé brutalement, laissant des employés impayés et des clients avec des forfaits de services prépayés sans valeur. Plus Theodore creusait, plus la situation devenait inquiétante. « Madame Mitchell, votre belle-fille a une habitude, » expliqua Theodore. « Elle étale des documents sur ma table de salle à manger. Elle cible les petites communautés, ouvre des salons de beauté, prélève de l'argent pour des services et des produits, puis disparaît quand la situation devient trop tendue. Elle a fait ça au moins 3 fois, je peux le vérifier. » Mon cœur s'est serré en réalisant que Marcus ignorait complètement qu'il avait épousé un escroc. Theodore et moi avons décidé de nous rendre à Tulsa pour recueillir les témoignages des victimes de Victoria. Le trajet était surréaliste, comme dans un roman policier. Nous avons rencontré 2 anciennes employées de Crown of Beauty, Angela, une jeune styliste rêvant d'avoir son propre salon, et Faith, une prothésiste ongulaire qui avait investi toutes ses économies dans les promesses de Victoria. Les 2 femmes se sont effondrées en racontant comment Victoria les avait attirées avec des promesses de partenariat et de partage des bénéfices, pour finalement les laisser sans emploi et endettés après sa disparition du jour au lendemain. Elle a tout pris, a sangloté Angela. Mon matériel, ma liste de clients, même la compte que je lui avais versée pour mon poste. Quand j'ai essayé de porter plainte, elle était déjà partie.
Faites a hoché la tête, ajoutant: Elle m'a convaincu de quitter mon emploi stable dans un autre salon, en me promettant que je gagnerais 2 fois plus avec elle. Au lieu de cela, j'ai tout perdu et j'ai dû retourner vivre chez mes parents à 35 ans. Le plus déchirant a été d'apprendre que Victoria ciblait une clientèle âgée. Elle vendait des traitements et des produits anti-âge coûteux à des femmes à revenus fixes, encaissant des milliers de dollars d'avance pour des services jamais rendus. L'une des victimes, une veuve de 82 ans nommée Rose, avait versé à Victoria l'intégralité de son chèque de sécurité sociale pour un an de traitement. À la clôture de l'affaire Crown of Beauty, Rose a perdu non seulement son argent, mais aussi sa dignité. Se sentant ridicule d'avoir fait confiance à quelqu'un qui semblait si attentionné, Faith a accepté de témoigner au tribunal, malgré sa peur d'affronter à nouveau Victoria. Si ça l'empêche de faire du mal à d'autres personnes, je le ferai, a-t-elle dit avec une détermination tranquille. Nous sommes retournés à Cedar Falls avec un dossier rempli de preuves et un témoin prêt à révéler la vérité sur la femme de mon fils. La date du procès est arrivée plus vite que prévu. Assise dans cette salle d'audience stérile, regardant Marcus éviter mon regard tandis que Victoria lui murmurait à l'oreille, j'ai ressenti un mélange de rage et de profonde tristesse. Cette femme avait non seulement volé des innocents, mais avait aussi empoisonné ma relation avec mon fils. Tandis que Hammond présentait notre dossier, exposant méthodiquement les antécédents de fraude et de tromperie de Victoria, j'ai vu la façade confiante de ma belle-fille commencer à se fissurer. Lorsque Faith est montée à la barre, le silence s'est installé dans la salle d'audience. Sa voix tremblait tandis qu'elle décrivait les machinations élaborées de Victoria, mais son témoignage a été bouleversant. Victoria Wilson m'avait promis le monde. Faith m'a dit, regardant ma belle-fille droit dans les yeux, qu'elle m'avait montré de faux business plans, forgé des accords de partenariat et m'avait convaincu d'investir toutes mes économies. Quand je n'ai pas pu payer mon loyer parce qu'elle m'avait volé mon argent, elle m'a accusé de ne pas avoir travaillé assez dur. Le visage de Victoria est devenu blanc comme neige tandis que Faith poursuivait. Elle avait tout un système. Elle ciblait les femmes, les mères célibataires vulnérables, les dames âgées à revenus fixes, les jeunes filles aux grands rêves. Elle nous faisait sentir spéciales, choisies, comme si nous faisions partie de la famille. Puis elle prenait tout et disparaissait. Le juge se pencha en avant, visiblement perturbé par ce qu'il entendait. Hammond présenta des relevés bancaires montrant comment Victoria avait vidé les comptes de Crown of Beauty quelques jours avant la clôture. Des relevés téléphoniques révélèrent qu'elle préparait son évasion depuis des semaines, réservant même des vols pour Cedar Falls tout en continuant à collecter de l'argent auprès de clients sans méfiance. Les preuves étaient accablantes, dressant le tableau d'une fraude calculée s'étalant sur des années. Marcus avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. J'ai vu le monde de mon fils s'écrouler lorsqu'il a réalisé que la femme qu'il avait épousée était une arnaqueuse professionnelle. Lorsque le juge lui a demandé s'il souhaitait poursuivre la requête en aptitude, Marcus s'est levé lentement. « Votre honneur, j'ai retiré la requête. Ma mère est parfaitement capable de gérer ses affaires. J'ai eu tort et je suis désolé. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Victoria a explosé. « Vous mentez tous !» a-t-elle crié en se levant d'un bond. « C'est un piège. » Cette femme, a-t-elle pointé du doigt Faith, est juste jalouse parce que j'ai eu plus de succès que sa minable petite entreprise de manucure. Le juge a tapé du poing, mais Victoria n'avait pas fini. « Et toi ?» a-t-elle lancé. « Vieille femme amère. Tu n'as pas supporté que ton fils ait enfin trouvé le bonheur. » Madame Wilson, dit le juge d'un ton sévère. Vous devez vous contrôler, sinon je vous condamne pour outrage. Mais Victoria était déraisonnable. Elle attrapa son sac à main et se précipita vers la sortie, ne s'arrêtant que pour siffler Marcus. Vous êtes faible, tout comme votre mère pathétique. Ne revenez pas me voir en rampant quand vous réaliserez ce que vous avez perdu. La porte du tribunal claqua derrière elle, laissant un silence de mort. J'avais gagné la bataille juridique, mais en voyant le visage dévasté de Marcus, la victoire me parut creuse. Mon fils s'approcha de moi avec hésitation après la fin de l'audience. « Maman, je suis vraiment désolé, murmura-t-il. Je pensais. Elle m'a convaincu que vous vous perdiez, que vous preniez de mauvaises décisions. Elle m'a montré des choses, m'a dit des choses. » Il n'a pas pu terminer sa phrase. « Marcus, c'est une manipulatrice professionnelle, ai-je dit doucement.
Ce n'est pas ta faute. Mais alors même que je prononçais ces mots, je pouvais lire la honte et la colère dans ses yeux. Il se reprochait de s'être fait avoir. Et, d'une certaine manière, il me reprochait d'avoir révélé la vérité qui avait détruit son mariage. Au cours des semaines suivantes, Marcus s'est distant. Il appelait de temps en temps, mais nos conversations étaient tendues et brèves. Dorothy a essayé de me rassurer. Laisse-lui du temps, Ellie. Il est en train de digérer beaucoup de douleur en ce moment. Mais je savais que quelque chose de fondamental s'était brisé entre nous. En me sauvant du stratagème de Victoria, j'avais perdu la confiance et l'amour de mon fils. Théodore a continué d'enquêter sur le passé de Victoria, découvrant un réseau de victimes encore plus vaste. Un après-midi, il m'a apporté un épais dossier, l'air sombre. Eleanor, il y a au moins 15 autres femmes dans 4 États qui ont été victimes de Victoria Wilson. Certaines ont perdu toutes leurs économies, d'autres leurs entreprises, leurs des maisons, leurs rêves. En lisant les témoignages et les rapports de police, j'ai eu le cœur brisé pour ces femmes. Sarah et Phoenix avaient perdu les bijoux de sa grand-mère. Un gage pour investir dans la ligne de cosmétiques contrefaits de Victoria. Jennifer et Denver avaient hypothéqué sa maison pour financer ce qu'elle pensait être un partenariat dans un spa haut de gamme. Maria, à Kansas City, avait travaillé bénévolement pendant 6 mois, croyant aux promesses de Victoria de devenir actionnaire. Que pouvons-nous faire? Ai-je demandé à Théodore. Ces femmes méritent elles aussi justice. Il sourit pour la première fois depuis que je le connais. Nous pouvons intenter un recours collectif. Grâce à toutes ces preuves et aux nombreux témoins, nous pourrions peut-être récupérer une partie de leurs pertes et empêcher Victoria de victimiser qui que ce soit d'autre. J'ai passé le mois suivant à contacter les victimes de Victoria, créant un réseau de soutien par le biais des réseaux sociaux et des appels téléphoniques. Ces femmes étaient isolées dans leur honte et leur colère, chacune pensant être la seule assez stupide pour faire confiance à Victoria. Les réunir a créé quelque chose de puissant, une communauté de survivantes déterminées à riposter. Le recours collectif a progressé rapidement. Victoria avait de nouveau disparu. Mais nous avions gelé ses avoirs et alerté les autorités de plusieurs États. Plus important encore, nous avions créé une base de données de ses méthodes et de ses pseudonymes que les forces de l'ordre pourraient utiliser pour traquer ses futurs stratagèmes. 3 mois après la victoire judiciaire, j'ai trouvé un mot de Marcus glissé sous ma porte. Maman Victoria m'a quitté le lendemain du procès. Elle a vidé notre compte joint et a disparu. Je sais que tu as essayé de me prévenir, et je sais que tu ne faisais que te protéger. D'autres? J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis sans ces mensonges qui me remplissent la tête. Je t'aime, mais je ne peux pas te regarder en face maintenant. S'il te plaît, comprends-moi. En lisant ces mots, j'ai pleuré plus fort que jamais depuis la mort de mon mari. J'avais sauvé ma maison et dénoncé un criminel, mais j'avais perdu mon fils au passage. Cette victoire m'a fait mal, ternie par le coup de liens familiaux qui pourraient ne jamais se refermer. Mais en rencontrant d'autres victimes de Victoria, j'ai trouvé un but inattendu. Ces femmes avaient besoin de quelqu'un qui comprenne la trahison, quelqu'un qui s'y soit opposé. Je suis devenue leur avocate, leur voix, leur preuve que la justice était possible, même au prix d'un sacrifice personnel. Aujourd'hui, je continue de me battre pour les victimes de fraude financière, mettant mon expérience et mes ressources à profit pour aider d'autres personnes à s'y retrouver dans le système judiciaire. Ma maison d'Elm Street reste la mienne, mais elle est aussi devenue un lieu de rencontre pour les survivants, un siège de la justice. Marcus et moi échangeons maintenant des cartes de Noël, de brefs mots qui laissent entrevoir une possible réconciliation. Si vous regardez ceci et que vous êtes confronté à une trahison familiale ou à une fraude financière, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent nous blesser profondément, mais cela ne signifie pas que nous cessons de nous battre pour ce qui est juste. Laissez un commentaire sur vos propres expériences de drame familial. Cliquez sur « J'aime » si cette histoire vous a touché et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies de justice et de survie. Partagez ceci avec tous ceux qui ont besoin d'entendre que même lorsque la victoire coûte cher, il vaut la peine de se battre pour la vérité. Lorsque la confiance se brise au sein des familles, le courage construit des ponts vers la justice.